Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion quotidienne de l'insulinothérapie. Donc, l'efficacité de l'insuline ne repose pas uniquement sur la prescription médicale, elle dépend largement de la capacité du patient, mais aussi du soignant à gérer quotidiennement le traitement, adapter les doses en fonction de son mode de vie et assurer un suivi régulier et structuré. Donc, dans cette présentation, nous aborderons deux piliers fondamentaux, l'adaptation des doses d'insuline face aux facteurs variables et la tenue rigoureuse d'un journal de suivi glycémique à la lumière des données scientifiques. Donc, pourquoi adapter les doses d'insuline? L'adaptation des doses est un principe fondamental de l'insulinothérapie, en particulier dans les schémas intensifs, classiquement le basal bolus. Les besoins en insuline varient d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre, en fonction de l'alimentation, de l'activité physique et des maladies intercurrentes. Donc, le risque de ne pas adapter les doses, c'est d'exposer le patient à des fluctuations glycémiques délétères. Et donc, l'objectif est d'atteindre une glycémie stable, sans pic hyperglycémique, ni épisode d'hypoglycémie, qui sont tout autant de facteurs de complications aiguës et chroniques. Donc, il faudra dire aux patients que l'insulinothérapie est dynamique. Ce n'est pas une dose constante qu'on donnera à la première consultation et avec laquelle le patient va rester pendant une longue période. Elle doit être ajustée au quotidien. Donc, l'objectif, c'est de maintenir le glycémie en évitant les fluctuations hypo-hyperglycémie. Ceci va garantir la sécurité et l'efficacité du traitement par l'adaptation de la dose. Donc, le premier facteur modifiable, c'est l'alimentation. Donc, on sait que l'alimentation, c'est le principal déterminant exogène du besoin en insuline rapide. Donc, les patients doivent être éduqués à la lecture nutritionnelle de leur repas, à la reconnaissance des aliments à haut index glycémique, tels que le pain blanc, les sucreries ou le riz blanc, et à l'estimation correcte de la quantité de glucides. Ça, c'est classiquement ce qu'on devra éduquer aux patients diabétiques de type 1, qui, en d'autres termes, devra assurer l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire calculer le nombre de glucides dans les repas afin d'ajuster la dose d'insuline. Cela va lui permettre une meilleure flexibilité et un confort de vie. Donc, le comptage approximatif entraîne soit un sous-dosage, qui donnera une hyperglycémie postprandiale, soit un surdosage, qui donnera une hypoglycémie. Donc, l'insulinothérapie fonctionnelle permettra le comptage des glucides, qui est validé scientifiquement et qui permet d'ajuster la dose d'insuline rapide à la composition du repas. Par exemple, on peut lui expliquer qu'une unité d'insuline rapide couvre environ 10 grammes de glucides, mais bien entendu, ce ratio devra être individualisé pour le patient, mais aussi le repas. Donc, la meilleure façon de l'individualiser serait de réaliser une insulinothérapie fonctionnelle en comptant les glucides et ajustant la dose de rapide selon le total alimentaire. C'est le meilleur protocole pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, c'est beaucoup plus souple que ça, puisque généralement, il ne nécessitera pas un protocole intensifié au début, mais bien entendu, une insulinothérapie fonctionnelle pourra être initiée chez le diabétique de type 2 lorsque le protocole sera basal bolus. Le deuxième déterminant, c'est l'activité physique, qui est le puissant sensibilisateur à l'insuline après la metformine. Donc, l'exercice physique augmente l'insulinosensibilité, ce qui est bénéfique, mais il expose également à des hypoglycémies précoces ou retardées, parfois sévères. Donc, l'activité physique modérée à intense peut entraîner une baisse glycémique jusqu'à 12 à 24 heures après l'effort, en raison de la captation importante du glucose par le muscle et de la vidange glycogénique hépatique. Donc, chez un patient insuliné, il est indispensable de réduire la dose d'insuline rapide en pré-exercice de l'ordre de 20 à 50%, bien entendu selon le type d'exercice physique, voire d'abaisser la dose d'insuline basale en cas d'activité prolongée ou répétée. Donc, il est également recommandé de surveiller la glycémie avant, pendant et après l'effort et de consommer une collation glucidique si besoin au milieu ou après l'activité physique. Donc, les activités physiques sont nombreuses. Bien entendu, il faudra expliquer aux patients que chaque activité aura une dépense particulière et bien entendu une durée. Il y a des exercices physiques qui durent plus qu'une heure et des exercices qui peuvent durer 15 à 30 minutes. Par la suite, il y a d'autres facteurs qui influencent les besoins. Parmi eux, le stress, qu'il soit physique, par exemple un traumatisme ou une chirurgie, ou psychologique, tels que les épisodes d'anxiété ou de dépression. Ces facteurs liés au stress vont activer l'axe corticotrope et entraîneront une augmentation de la glycémie par la libération de glucose hépatique. Dans ces situations, les besoins en insuline augmentent, parfois de façon imprévisible.
Les infections, en particulier fébriles bactériennes, majorent l'insulinorésistance, surtout chez les diabétiques de type 2. Il faudra alors anticiper une augmentation des doses de 10 à 50%, tout en surveillant le risque de cétose. Le phénomène de l'UP, c'est l'hyperglycémie vers 4 à 8 heures du matin, est fréquent et peut nécessiter un ajustement de la dose de la lente ou du débit basal nocturne. Aussi, il ne faut pas oublier que chez la femme, les fluctuations hormonales durant le cycle menstruel peuvent modifier la glycémie, en particulier dans la phase lutéale, nécessitant une surveillance et une adaptation des doses. Bien entendu, il faudra éviter de faire de l'autosurveillance sans la mesurer et sans la noter. C'est pour cette raison qu'il faudra tenir un journal glycémique, qui est un outil d'aide à la décision thérapeutique. Il permet de visualiser les tendances glycémiques, les pics postprandiaux mal couverts, les hypoglycémies nocturnes, les fluctuations inexpliquées. Et ce cahier va documenter également les doses injectées, les heures des repas, les activités physiques, les épisodes de stress ou de maladie. Cette traçabilité permettra une réévaluation régulière du schéma d'insuline, qu'il soit basal bolus ou un schéma par pompe. Pour le patient, c'est un outil d'autonomisation. Pour le soignant, c'est un support indispensable au raisonnement clinique. Et dans certains cas, il permet aussi de détecter des erreurs de technique, de comportement alimentaire, comme le grignotage compensatoire. Donc, chaque patient qui est sous insuline devra tenir un journal de suivi qui sera la base de discussion pour l'adaptation thérapeutique. Aussi, il faudra aviser les patients qu'il y a des outils numériques assez intéressants, modernes. Ces technologies ont profondément transformé le suivi glycémique. Les applications mobiles permettent une saisie facile des données avec des alertes, des tendances et même des calculateurs de bolus intégrés. Nous avons aussi les capteurs de glucose en continu, dits CGM. Ils vont fournir une cartographie horaire de la glycémie utile pour détecter les hypoglycémies silencieuses ou les pics postprandiaux non perçus. Ces outils permettent un suivi personnalisé, parfois couplé à la télémédecine, avec envoi des données aux professionnels de santé. Ils sont particulièrement utiles chez les patients à haut risque, chez les femmes enceintes diabétiques ou en contexte de diabète instable. Toutefois, bien entendu, il nécessitera une formation pour l'usage de ces techniques, une rigueur et bien entendu un accompagnement. Car si ces outils sont mal utilisés, ils peuvent être source d'anxiété ou de fausses décisions thérapeutiques. Donc, la gestion quotidienne de l'insuline repose sur une approche proactive, dynamique et individualisée. Le médecin ne peut plus se contenter d'un schéma fixe. Il doit apprendre au patient à observer, anticiper, noter et ajuster. Il doit maîtriser cette approche intégrée car c'est elle qui permettra une stabilisation glycémique durable et donc une réduction réelle des complications micro et macrovasculaires. Merci.